Le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour et bienvenue dans ce Mac Culture dans lequel je vous invite en compagnie de mon invité Marc Donadieu à un voyage dans l'espace, ou plus exactement à regarder notre Terre depuis cette immensité qui l'entoure. 2026 est l'année où le parcours d'été du voyage à Nantes inaugure un nouveau cycle thématique sur les éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors pour cette édition, c'est le thème de la terre qui est proposé aux artistes. L'exposition interstellaire, qui débute le 23 mai à la App Gallery située au Hangar à Bananes, a pour volonté d'éclairer en amont, de manière pédagogique, certains enjeux de cette édition du voyage à Nantes. Conçu comme un voyage interplanétaire, Interstellar nous entraîne dans une exploration spatiale, visuelle et sonore pour regarder et réimaginer la Terre comme infiniment grand et infiniment petit. Bonjour Marc Donadieu. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire de cette exposition intitulée Interstellar, réimaginer la Terre. Peut-être qu'avant de parler de l'exposition et dont la manière dont le voyage à Nantes est venu vous chercher pour être le commissaire de cette exposition, peut-être est-il utile pour les auditeurs de préciser en quoi consiste le fait d'être en charge du commissariat d'une exposition. C'est quoi être commissaire d'une exposition ? Surtout, on a l'habitude un peu quand on est dans une structure, au musée, on sait que c'est souvent les conservateurs, mais comme ça, être commissaire extérieur. D'abord, c'est d'être invité, en l'occurrence par Sophie Lévy, qui est directrice du voyage à Nantes, à proposer un projet, évidemment aux équipes du voyage à Nantes et après aux équipes absolument formidables de la App Gallery et de les embarquer dans un voyage artistique. Et d'un autre côté, c'est choisir des artistes qui vont... En fait, j'ai jamais su, après plus de 40 ans de pratique, si un commissaire invitait les artistes ou in fine, si c'est les artistes qui invitaient le commissaire, qui en fait nourrissait le plus le projet. Et je pense que c'est les artistes. Donc voilà, on prend avec nous une équipe de voyageurs magnifiques qui nous font des propositions qu'ensuite on va tous ensemble proposer au public. Alors, je l'ai dit en introduction, cette exposition artistique a quand même une visée un peu pédagogique. Et puis surtout, elle s'inscrit dans le parcours d'été du voyage à Nantes, qui a donc pour thématique cette année la Terre. Est-ce que cela a changé finalement l'approche de votre travail ? Parce qu'en fait, elle va être en résonance avec des œuvres qui vont être installées plus tard et des œuvres qui vont être installées dans l'espace public. Donc en fait, cette exposition qui est dans un lieu fermé va finalement avoir une résonance dans toute la ville. Alors, ce qui a totalement changé le projet, c'est deux choses. D'une part, l'année dernière, pour le voyage à Nantes précédent, il y avait dans le même lieu une exposition magnifique de Gloria Friedman, monographique, qui déjà interrogeait la Terre et dont quasiment toutes les sculptures étaient en terre. Mais là, en terre en tant que sol. Voilà, la matière de la terre, du sol. Donc évidemment, il fallait que je me démarque. Et au départ, j'étais assez dubitatif. Et puis quand je suis sorti, de l'autre côté de la Loire, il y a le musée Jules Verne. Juste à côté, l'arbre phosphorescent de Mircea Morisot, qui est une sculpture pérenne qui vient de l'histoire du voyage à Nantes. L'observatoire de Kawamata. Et un peu plus loin, quand on va du côté des machines, on va marcher sur la Lune de Bruno Penado. Et tout d'un coup, je me suis dit, Eureka! C'est ça mon sujet, c'est prenons la Terre comme une planète et inversons les récits de Jules Verne. On va faire du cosmos à la Terre, autour de la Terre. Et surtout, il y a ce petit livre qui est moins connu de Jules Verne qui s'appelle Hector Servadac, où il y a une météorite qui frôle la Terre. Alors il a inversé parce que la météorite, dans le récit, semble un peu plate, alors que la Terre, elle est bien ronde comme il se doit. Et donc ce groupe monte sur cette météorite. La météorite fait tout son cycle. Et au moment où ils retrouvent la Terre, et ils ont une admiration, enfin, nous allons retourner sur notre bonne vieille Terre, il y en a un qui dit non. Non, moi je reste.
l'espace interstellaire est tellement magnifique et notre Terre, d'une certaine manière, tellement ordinaire que je reste. Et tout est venu de ça, de dire on va considérer la Terre comme une planète, on va montrer quelle est cette histoire de la Terre vue du cosmos, et en même temps, on va essayer de la réenchanter pour lui donner un devenir qui puisse nous embarquer à nouveau dans un nouveau récit grâce aux propositions d'artistes, qu'il faille qu'on ne veut pas rester dans l'interstellaire, mais qu'on veut vraiment vivre enfin sur Terre. Justement, vous dites réenchanter la Terre, parce que vous avez vraiment pris comme sous-titre de Interstellar, réimaginer la Terre. Alors moi, je me disais en préparant l'émission, on a finalement 2 lectures de ça, de réimaginer la Terre. C'est soit on se dit, on la regarde d'un autre point de vue, on décale juste notre regard, ou soit on se dit, non, cette Terre, j'ai plus envie d'y vivre, je vais la réimaginer parce que finalement, j'ai un regard plutôt négatif dessus. Vous, finalement, quelle était votre intention? Comment vous entendez là, tout à l'heure, vous avez dit réenchanter. Sur le sous-titre, c'est réimaginer. Pour vous, c'était quoi la visée? Alors la visée, en fait tout le parcours, donc j'ai transformé ce hangar, mais vous verrez, il a été un peu reconstruit. D'un côté, pour en faire une sorte de vaisseau matrice. Donc, sa dimension de bateau ou de vaisseau spatial a été accentuée. Mais comme vous le disiez précédemment, c'est un vaisseau matrice qui va irriguer tout ce voyage. Et d'ailleurs, il y a des artistes en commun, comme Caroline Lemay-Hauté, qui va exposer au Passage Sainte-Croix et qui est présente avec une pièce ancienne, alors qu'au Passage Sainte-Croix, c'est des œuvres nouvelles. Et en ce moment, au Passage Sainte-Croix, il y a Naïs Lelièvre qui est dans l'exposition. Donc, elle va poursuivre, le regard sur son travail va se poursuivre dans l'exposition. Donc, il y a comme ça des points communs. Des ramifications un peu. Ou indirects. L'idée, c'est de commencer par l'histoire du clair de terre qui est liée aux missions spatiales, notamment la première personne qui a vu la Terre depuis le cosmos, c'est Yuri Gagarin. Ensuite, il y a eu les missions Apollo. Et là, un être humain a pris pour la première fois une photographie de la Terre. Et il s'est dit, on est parti pour découvrir la Lune. En fait, j'ai découvert la Terre. Voilà, parce que la Terre, de loin, c'est cette bille de marbre bleu magnifique. Donc on l'a surnommée Blue Marble parce que du cosmos, on voit des nuages et les océans. On ne voit quasiment pas les continents, donc on ne voit pas la Terre en fait. On voit les océans et les nuages. Et ce qu'on est en train de polluer actuellement, voire de faire mourir. Et donc du coup, on voit que c'est à la fois une bille de marbre bleu magnifique, comme si Dieu la regardait justement lors de la création du monde, et en même temps on se dit qu'elle est toute petite et extrêmement fragile. Et donc toute l'histoire qui se déroule à travers les propositions de 18 artistes, c'est au départ on est justement sur le magnifique, petit à petit on va traverser le cosmos, donc on va faire un voyage dans l'interstellaire, et après et réimaginer, c'est les artistes qui réimaginent aujourd'hui les matières du vivant terrestre. Et c'est faire prendre conscience de ce que sont aujourd'hui les matières du vivant terrestre, voire les matières de demain. Par exemple, comment travailler entre le vivant et le numérique. Qu'est-ce qu'un matériau rare? Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment des matériaux rares. Complètement. Là, on voit du gallium, la vie du gallium, par exemple. Donc, découvrir la vie du gallium. Et in fine, comme c'est le voyage à Nantes, plusieurs institutions nantaises nous ont présenter des documents. Donc on va pouvoir voir des vrais météorites. On va pouvoir voir des livres anciens du XVIIe au XIXe pour voir justement les sources historiques de cette découverte et de cette connaissance du cosmos. On va pouvoir voir un planétaire. On va voir aussi un album de Tintin et des Paris Match liés à cette découverte lors des missions Apollo de ce clair de terre. Alors en vous écoutant justement, on a l'impression, on ne sait plus si on est dans une exposition scientifique ou une exposition
artistique. Et finalement, on a l'impression quand même, parce que quand on voit un petit peu peut-être les sources, en tout cas d'où partent peut-être ces artistes, on voit il y en a qui ont des collaborations avec le CNES, avec le CNRS. Inversement, il y en a d'autres qui ont plutôt une formation sciences politiques, d'autres ontologiques. Enfin, vraiment, on sent que vraiment, il y a quand même les sciences qui sont très présentes dans leur travail, ou en tout cas qui sont peut-être un point de départ. Alors, qu'est-ce qu'apportent en plus les artistes finalement par rapport à cette météorite que vous allez présenter ou à ces documents scientifiques? Finalement, pourquoi faire intervenir? Qu'est-ce que nous disent ces artistes sur la planète? Ils apportent un point de vue, ils apportent un regard qui est singulier, et surtout, ce point de vue, ce regard, ils les restituent selon les protocoles des œuvres d'art, c'est-à-dire avec un imaginaire, avec une séduction, avec des notions d'infini, de magie. Ce sont des magiciens. En fait, j'ai invité des magiciens qui sont justement au croisement avec la science. Mais l'exposition est volontairement transdisciplinaire, interdisciplinaire, puisque à l'intérieur, on a 3 pièces de design, dont une qu'on peut acheté, qui est un luminaire de Constance Guisset, qui a aussi fait la petite broche que j'ai là, vendue à la boutique. Donc on peut avoir des parts d'interstellaire. On peut avoir des parts d'interstellaire sur soi pour très peu cher. Il y a aussi un clip vidéo. D'une artiste plasticienne que je connais depuis longtemps, Rebecca Bourdiego, mais qui a fait pour un groupe rue des Garderies un film, un court-métrage qui accompagne la musique de Rue des Garderies et que j'ai découvert sur Instagram. Parce que je suis connecté à Rebecca parce que j'aime bien son travail, et tout d'un coup est arrivé ce film. Et je l'ai trouvé stupéfiant. Et je lui ai dit, mais ça, il me le faut. Voilà. Qui est le voyage interstellaire qui fait la charnière dans l'exposition entre la partie plus iconographique et l'autre partie qui est liée aux matières du vivant. Alors justement, on va essayer d'être un peu plus pédagogique parce qu'elle a pour volonté aussi cette exposition d'être pédagogique. Je pense que là, on est un peu perdu dans le cosmos. Pourtant, en fait, vous avez quand même... il y a un chemin pour le visiteur. Vous avez séquencé, on va dire ça comme ça, peut-être en 7 chapitres, oui, votre exposition, avec à chaque fois peut-être une œuvre majeure, une vidéo ou une œuvre monumentale. En fait, c'est quoi? C'est des thématiques. Comment est-ce que finalement le visiteur va faire ce voyage interplanétaire? Alors, il le fait comme il le veut. Il y a volontairement pas de cartel dans le grand espace d'exposition, mais il y a un document de visite. Il peut suivre les chapitres ou pas, rien n'est obligatoire puisque tout est un immense espace immersif où il va passer d'installation en installation, d'image en image, de son en son, de regard en regard. Mais s'il veut avoir une lecture un peu plus structurée, en effet, je lui propose cette séquence qui développe, dont on a réuni des œuvres sur un thème précis, mais qu'on peut oublier. Et puis après, on peut la refaire en sens inverse, on peut faire son propre cheminement. Tout est absolument libre par rapport au parcours. Donc, et je pense que le côté didactique, il va le trouver lui-même. Voilà. S'il veut être guidé, il peut être guidé. Il y a aussi évidemment des médiateurs. Mais s'il veut le faire à son rythme et selon sa propre expérience ou son propre rapport à l'imaginaire, construire son propre récit, c'est tout à fait possible. On revient sur, vous le disiez, 18 artistes invités, aussi bien des plasticiens, des vidéastes, des photographes, designers, une trentaine d'œuvres présentées. Comment vous avez fait votre choix? En fait, vous êtes parti d'une thématique. On a compris que Jules Verne vous avait beaucoup nourri, en tout cas, dans cette proposition. Comment se fait le choix des artistes? Est-ce que vous avez essayé finalement que un peu tous les médiums soient représentés? Voilà, comment vous avez choisi ces artistes invités? Je suis vraiment parti de Jules Verne. Après Jules Verne, je me suis posé la question du Clair de Terre. Donc, assez vite, d'abord j'ai regardé qu'est-ce qui avait été fait avant. Et j'avais aussi précédemment, il y a 2 ans, fait une exposition qui s'appelait Ground Control à Paris, à l'espace topographique de l'art, qui est à côté du musée Picasso, rue de Torigny. Et là, en fait, on partait de la Terre pour partir dans le cosmos. C'était un hommage à 2001 Odyssée de l'espace.
et où dans ce film de Stanley Kubrick, il y a la première IA. Et puis, donc comme c'était au moment où on parlait de l'IA, ça résonnait avec l'aujourd'hui. Et à Space Oddity de David Bowie, qui est justement là encore une chanson où le Major Tom coupe le contact avec Ground Control et veut rester dans l'espace. Et en fait, cette chanson a eu un destin particulier, c'est que la BBC a décidé de la mettre en bande-son du premier pas sur l'homme sur la Lune. Donc, tous les Britanniques ont entendu cette chanson, qui pourtant est relativement presque nihiliste, en tout cas très désenchanté, et ça fait la fortune de David Bowie, qui tout d'un coup, d'un chanteur contre-culturel, est devenu un chanteur immensément connu. Donc j'avais déjà ce lien avec l'épopée spatiale, etc. Et je me suis dit, j'ai presque décidé de retourner mon regard sur mon propre travail et le réinterroger. Donc je suis parti de trois artistes qui étaient présents dans l'exposition, Charlotte Charbonnel, Hugo de Verchères et Sacha Teboul. Ensuite, j'ai regardé presque le séquençage que je propose, c'est le séquençage, moi, de ma progression dans le projet. C'est-à-dire, j'ai regardé des artistes qui regardaient l'espace, littéralement. Donc on a un télescope, on a une éclipse, on a un monolithe en acier qui est aussi un miroir qui résonne par rapport au monolithe de 2000 Odyssée de l'espace, etc. Puis après, j'ai cheminé, je me suis dit comment le visiteur va faire ce voyage dans le cosmos avec Rebecca Bornigo, et après, comment on va interroger les matières du vivant. Donc, j'ai repris Charlotte Charbonnel avec une installation absolument incroyable autour du gallium, et puis Ilani Tilouz, et puis d'autres comme Gillian Brett, etc. Donc, c'est des gens, certaines que je connaissais déjà, mais avec lesquels je n'avais pas travaillé, et d'autres que j'ai découverts, comme Arthur Gost, qui est l'un des plus jeunes, et dont j'avais vu une pièce qui a fait une pièce pour la Biennale du Havre, qui est aussi une biennale d'œuvres d'art en plein air, et lui, il avait fait tomber la lune dans un square havrais, qui est le square le plus romantique. C'est un tout petit square perdu dans les immeubles d'Auguste Perret. Si vos auditeurs ne les connaissent pas, c'est vraiment une architecture brutaliste d'après-guerre, et on a un tout petit square romantique dans lequel il y a cette lune, et chaque année, on demande aux habitants du Havre de voter pour qu'une œuvre reste pérenne, et c'est l'œuvre d'Arthur Goss. Donc je suis allé le voir pour qu'il me fasse la Terre. Il m'a dit non, je vais pas faire la Terre, mais je vais te proposer une œuvre que j'ai fait pour mon diplôme, qui est comment un micro-organisme, le mycélium, peut donner des informations à un ordinateur et comment sa propre vie peut générer des images informatiques. Donc là, c'est le vivant qui génère l'informatique et non pas l'informatique qui génère le vivant. Donc encore une histoire de renversement par rapport aux habitudes. Et justement, vous parliez un petit peu de cette œuvre qui vous a proposée. Est-ce qu'il y a finalement des créations ou est-ce que, parce que j'ai vu aussi, il y avait des œuvres qui sont réactivées, vous avez aussi eu des commandes? Oui, alors la grande création, c'est 4 œuvres de Sacha Teboul, qui est photographe et cinéaste, et qui prolonge 2 œuvres qu'il avait créées pour moi pour le Ground Control. Donc Sacha Teboul a créé des vidéos, notamment il a créé le clip de l'affiche rouge du groupe Feu Chatterton. Voilà. Et c'est dans la continuité du travail de déréalisation de l'image qu'il avait mis au point pour le clip de l'affiche rouge de Feu Chatterton. Et donc, je lui ai demandé une fois de créer deux œuvres, et là, il en a créé 4 de plus. Donc, on monte l'intégralité des 6 pour le moment. Arthur a réactivé la pièce de son diplôme. Charlotte a complètement redéfini la pièce qu'elle avait faite pour la Cité des Sciences et pour le Centre Wallonie-Bruxelles. Donc ça, et puis on montre le film de Rebecca Bornigo pour la première fois dans des conditions, j'allais dire muséales, alors que pour le moment il n'avait été vu que sur Instagram ou sur YouTube. Donc voilà, là on les montre dans les conditions d'une exposition. Donc ça fait, c'est des pièces qui sont, donc il y a une création et des pièces qu'on voit pour la première fois. Il y a le travail de Yongji Yang, qui est un artiste chinois, designer qui vit aux Pays-Bas, Eindhoven, dont on n'a jamais vu le travail en France.
Alors moi j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu, on va être un chauvin. Hein. Alors je suis pas sûre d'arriver à prononcer son nom. Elle s'appelle Sophie Kerodren Hartenberger. Voilà. Ah, donc je ne sais pas si c'était... Qui est une artiste nantaise Eh ben qu'on voilà, a beaucoup vue à Nantes. Voilà. Je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Est-ce que ça a été... Voilà, comme vous disiez, vous êtes allé chercher des artistes qui travaillent autour de ce sujet, donc de ce regard un peu distancié sur la Terre. Est-ce que ça a été quand même une volonté d'essayer aussi d'ancrer avec une artiste locale ? Non, moi je l'ai choisie pour son travail. Et puis j'ai découvert qu'elle était liée à Nantes, donc ça m'a encore plus enchanté. Mais c'est la première œuvre que l'on voit, puisqu'en fait, je vais dévoiler tout petit peu de la scénographie. En fait, on va rentrer pas directement dans le bâtiment, mais à travers un couloir. Parce que vous savez, dans les films spatiaux, il y a toujours un couloir qui mène à la fusée ou qui sert de décompression ou de destérilisation. Et donc là, on a un couloir avec une grande fenêtre verticale et on voit la pièce de Sophie. Et après, on ne la voit plus. Et on va la revoir, qui est un télescope qui regarde une planète blanche, qui est aussi l'autre rotule de l'exposition. C'est cette immense planète blanche dont la couleur varie, comme un peu un poumon, comme un cœur. C'est le cœur du vaisseau, le cœur de l'exposition, la planète blanche de Sophie. Le télescope est entièrement d'un noir mat, donc il devient comme un découpage, comme une silhouette. Vous savez, ces papiers noirs qu'on découpait auparavant pour faire la silhouette de quelqu'un ou d'un objet ou d'une situation. Et c'est posé sur un disque de verre noir réfléchissant. Et quand on entre dans l'exposition, on a l'impression que c'est de l'eau, que ce télescope flotte sur l'eau. Toute l'exposition aussi est matricielle par rapport à ce voyage à Nantes 2026, mais aux 3 prochains, à l'ensemble des 4 éléments, puisqu'il évoque l'air, puisque les choses flottent, l'eau est présente, et le feu, alors d'une manière plus décalée, avec des pièces en céramique, en grès, en porcelaine, c'est un art du feu, et avec des films et des photographies, de vidéos et des photographies qui ont été faites sur une île volcanique ou les pentes d'un volcan ou relatifs à des grottes volcaniques. Donc le feu est sous-jacent. D'accord, donc en fait cette exposition pourrait être peut-être présentée pendant 4 ans. On entend, Marc Donadieu, quand on vous entend, vous ne vouliez pas trop forcément parler de la scénographie. Pourtant, il y a quand même quelque chose de très cinématographique, ne serait-ce que par le titre. Oui, bien sûr. Vous trompez un peu les gens avec Interstellar. Non, parce que tout est un voyage cosmique et tout s'étire. L'espace s'étire, le temps s'étire, le rapport à l'image s'étire. Mais moi, je voudrais revenir sur un point qui a été important, qui est celui du 2e chapitre de la Genèse. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les 2 premiers chapitres racontent le même texte différemment. Tout à fait. Et autant le premier, la création de l'être humain est plutôt un geste de potier, donc justement un rapport à la terre glaise que l'on façonne. Le 2e, pour moi, était plus intéressant dans ce rapport au cosmos, puisque c'est le souffle de Dieu qui se pose sur la terre, qui soulève la terre, qui la fait tourbillonner. Et en fait, l'être humain, qui est non différencié, c'est ce souffle qui maintient l'être humain dans son entièreté, sans contour, sans apparence, mais comme une pure énergie. Mais du coup, moi, je me suis beaucoup interrogé et je suis allé voir un prêtre et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe entre la mort du Christ et la résurrection, puisqu'on n'est plus relié à Dieu pendant ces quelques jours où Dieu n'est pas ressuscité? Et il me dit, donc normalement, nous devrions retourner à la terre du sol. À la terre. Ouais. Donc c'est là où il y a un peu une méprise sur nous sommes nés poussière, nous finirons poussière, qui n'est pas lié à la cendre et à la mort, mais au rapport de sa naissance et sa possibilité donc de ne plus exister s'il n'y a pas le souffle de Dieu. Et il m'a répondu, c'est la foi des fidèles qui, en s'élevant
par sa force et sa puissance, en s'élevant vers le ciel et vers Dieu, donc, va se maintenir dans sa corporéité parce qu'il y a ce souffle. Et pour moi, ça a été important, même si l'exposition n'est pas directement religieuse, elle n'en est pas moins spirituelle, c'est ce souffle ascendant. Ce souffle ascendant, c'est aussi ça, la force des artistes qui croient encore dans le devenir des choses. Et ce souffle vivant, ce souffle de la vitalité, c'est presque la fin de l'exposition. Et pour moi, ça a été assez important. Et c'est aussi la première description à la fois cosmique, à la fois atomique aussi, donc très scientifique, même si on est dans le symbole, dans le texte, mais néanmoins le symbole peut préfigurer des avancées scientifiques, il est très intuitif quand même, et au-delà du symbole et de l'allégorie, très intuitif. Et pour moi c'est important, voilà, de travailler sur cette idée de l'énergie, et on le voit dans les deux premières œuvres. Une fois qu'on a passé donc la deuxième séquence, une fois qu'on a passé ce couloir d'introduction, c'est une pièce donc de Caroline Leméoté qui est un tamis dans lequel il y a des fibres de coco, mais on pense que c'est un paysage de terre. Et en fonction des vibrations du bâtiment et des visiteurs, la terre va tomber. Donc le paysage spatial va créer le paysage terrestre au fur et à mesure de l'exposition. Et l'œuvre suivante, qui est Caroline Corbasson, elle fait un voyage à Atacama, qui est un plateau au Chili, le plus aride du monde, mais c'est là où le ciel est le moins pollué au monde. Donc c'est là où tous les grands télescopes sont installés, et c'est là où on découvre le cosmos et on fait avancer notre connaissance du cosmos. Et elle fait tout un voyage à travers le monde pour arriver à Atacama avec une boîte en métal. Et dans cette boîte en métal, il y a une aiguille qu'elle va maintenir avec une pierre, juste une pierre. Et cette aiguille, elle va lui donner de l'énergie, et ça devient comme une aiguille d'une montre qui soulève la poussière et qui a la dimension cosmique pour donner aussi un message aux autres mondes, voire aux autres civilisations, donc un message qu'ils puissent percevoir. Nous sommes des êtres humains, nous sommes là, et cette aiguille nous dit, voilà, peut-être qu'on peut coordonner nos temps. Eh ben voilà, moi je vous propose justement d'aller découvrir cette exposition. On a compris qu'elle est très très complète. Alors merci beaucoup Marc Donadieu pour ce voyage. Donc j'allais dire à travers cet espace, en tout cas cette toute nouvelle exposition interstellaire, Réimaginer la Terre, dont vous êtes le commissaire. Alors l'exposition se tient du 23 mai, donc vous voyez bien en amont du voyage à Nantes, au 27 septembre à la Halle Galerie au Hangar à Bananes. Alors au début, donc du 23 mai au 3 juillet, c'est un peu complexe. Et du 7 au 27 septembre, l'exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h. Durant le temps du voyage, c'est-à-dire du 4 juillet au 6 septembre, là, l'exposition est ouverte tous les jours de 10h à 19h. Et comme toujours à la Halle Galerie, l'entrée est libre. Alors surtout, allez-y, essayez de profiter. Donc, on a compris de ce souffle qui nous anime et qui nous tient debout. Merci beaucoup en tout cas, Marc Donadieu. Merci. Et merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mac Culture pour découvrir avec mes invités une actualité culturelle à côté de chez vous. Belle semaine d'ici là. Au revoir.